On ne peut résumer 100 ans de la vie d'un homme en quelques heures de conversation. Marcel semble avoir construit sa vie au hasard des rencontres, avec toujours la même appétence pour le partage, l'amitié et la fraternité. Parce que nous avons la chance qu'il se rappelle encore de tout, il nous confie, en héritage, un témoignage sincère, spontané et néanmoins pointilliste de ce qu'il a préféré conserver et transmettre de sa longue existence. Nous commençons donc par le premier épisode de ce portrait d'un homme du XXe siècle, l'enfance et l'adolescence de Marcel. L'épisode 1 de la vie de Marcel Clédou. Alors, cher grand-père, c'est quoi ton nom exact? Est-ce que tu as plusieurs prénoms? Marcel Robert. Et tu es né le... 9 juin. Ah, pardon? Vas-y, tu dis, je m'appelle... Ah bon, Vas-y. Je m'appelle et je suis né. Ah ben, je m'appelle Marcel Robert Clédou, est né le 9 juin 1922, au Bouscat. Dans une petite maison qui était située à ce moment-là à côté de l'église. Mon père était zingueur plombier de son métier, zingueur plombier et couvreur. Il a fait la guerre de 1914-1918, il a été blessé en 1917 et il avait fait la connaissance de sa première épouse en 1918, je crois, et elle est morte un an ou un peu plus d'un an après le mariage, voilà. Mais à ce moment-là, il n'habitait pas Bouscat, il habitait Montluçon. En 1920, c'est en 1920 qu'il a fait la connaissance de sa future épouse, Hélène, qui, elle, était bonne, elle était employée bonne, dans une famille qui habitait le Bouscat. À cette époque-là, la seule solution pour une jeune fille, c'était d'être placée à Bordeaux ou dans la banlieue bordelaise pour acquérir une formation d'employé de ménage, de service, et ensuite peut-être un jour de trouver un époux. Et ils se sont mariés en 1921, le 9 juin 1921. Oui. Et je suis né exactement le 9 juin 1922, un an exactement, jour pour jour, après. Voilà. C'est drôle. Ah, c'est génial. On commençait déjà dans la famille Clédou les excentricités et les anomalies. Voilà. Et donc, ils étaient comment comme parents? Comme un couple d'ouvriers qui travaillaient du matin au soir, et pour essayer de s'en sortir avec 2 enfants, parce qu'à ce moment-là, au début, il n'y avait pas d'allocation familiale, et il n'y avait que le salaire de mon père, qui était ouvrier, qui restait pendant il y a eu une vague de chômage en 1933, autant que je me souvienne, qu'on m'a dit, qui a été terrible pour les ouvriers. Il n'y avait pas de travail nulle part et les allocations de chômage n'existaient pas non plus, et ça a été une période où je me rappelle mes parents ont vraiment tiré la langue pour arriver à joindre les deux bouts. Mon père avait acheté ce terrain, alors que nous habitions toujours dans la maison où je suis né, au chemin de la Charlotte. Il avait acheté ce terrain, à crédit, bien sûr, dans le lotissement qui venait de se créer ici, dans le quartier. Et ma foi, il a pensé que ça serait intéressant de pouvoir y bâtir une maison par la suite. Ils l'ont acheté... Comment, je ne sais pas, avec leurs économies, certainement. Les terrains n'étaient pas quand même d'un prix exorbitant, mais enfin, quand même, il a acheté de l'eau. Les lots faisaient 12 mètres de façade. Et là, il a pris de l'eau de 12 mètres de façade sur 20 mètres de profondeur. Autrement dit, un terrain de 480 mètres carrés de superficie. Ce lot, une fois qu'il en a été propriétaire, il a commencé petit à petit à bâtir la maison avec ses propres moyens, et ses seuls moyens.
C'est-à-dire, avec des copains du bâtiment comme lui, qui le samedi, le dimanche, pouvaient l'aider, ils ont commencé par faire des fondations. Et puis après, une fois qu'ils ont fait les fondations, ils ont commencé à bâtir les murs avec des pierres qu'à cette époque-là, on fabriquait soi-même. Et lorsqu'ils ont eu suffisamment de pierres pour commencer à monter les murs, ils ont commencé à commencer les murs de la maison. Et puis ensuite, ils ont bâti la maison, ils ont bâti le gros œuvre de la maison et réussi à la couvrir. Donc vous avez eu une maison pour vous. Oui, mais c'était bien pour des ouvriers. Oui, mais qui n'était pas achevée parce qu'il n'y avait plus d'argent. Et la période de chômage est arrivée à ce moment-là, dans les années 1932, 33, je crois. Et alors, on est venu habiter là, mais on habitait la maison avec seulement deux pièces aménagées. 2 pièces, c'est-à-dire qu'il y avait un plafond, des cloisons et un sol. Le reste de la maison, les 2 pièces de devant, il n'y avait pas de plancher, il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas de plafond, on voyait le toit. Oui, voilà. Alors, on a vécu pendant des années dans 2 pièces, une chambre et une cuisine. Voilà. Et au bout de quelques années, quand même, il y a eu une loi qui s'appelait la loi Loucher. La loi Loucher qui permettait aux ouvriers d'emprunter à des taux extrêmement intéressants et pour leur permettre de continuer leurs travaux. Ce que mon père a fait, ils ont sollicité un prêt qu'ils ont obtenu et à ce moment-là, il a pu faire terminer la maison par un maçon pour les revêtements extérieurs, par les carreleurs, les plâtriers. Enfin, la maison à ce moment-là, au bout des travaux, on avait une maison avec une cuisine et 2 chambres et une pièce, une grande pièce en plus, voilà. Et toi, t'avais conscience, t'étais heureux quand t'étais petit? Oui, on n'était pas envieux. On voyait les autres dans le même cas que nous, qui étaient vraiment des gosses d'ouvriers et tout ça. Il n'y avait pas de gens, d'enfants d'un niveau social plus élevé que nous. On n'avait pas à les envier puisqu'on n'avait pas d'exemple sous les yeux. Alors, par conséquent, on pouvait dire qu'on était heureux avec des parents qui nous aimaient, simplement, qui étaient âgés quand même, qui étaient âgés l'un et l'autre par rapport à nous, évidemment, mais autrement, on a passé une enfance, une bonne enfance, quoi. T'aimais l'école, toi? Sans plus. Je n'étais pas passionné. Quand je suis arrivé quand même au niveau de tu vois, vers 10-12 ans, par exemple, à ce moment-là, je me suis mis quand même à aimer l'école. Je sais qu'on était 2 à se partager la place de premier. Et je suis arrivé au brevet, mais j'avais pas envie de continuer les études, ça ne m'intéressait pas. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir travailler de façon à pouvoir avoir quelques subsides, quoi, parce qu'évidemment, mes parents n'étaient pas riches, c'était pas eux qui pouvaient me donner beaucoup d'argent de poche. Tout bêtement, mon voisin de maison, notre voisin de maison, au numéro 11, il était contremaître dans une grosse maison de vin, un négociant de vin de Bordeaux, le plus gros négociant en vin. Et un jour, il m'a dit, dis donc, ça t'intéresserait de faire le garçon de course?
il y a eu une place de garçon de course à pourvoir chez Schnorr, puisque c'était la maison où il travaillait. Si ça t'intéresse, je peux te présenter. Alors, je dis, ben oui, je venais d'avoir à peu près 16 ans, quoi. Oui, je vais avoir 16 ans. Ben, je dis, pourquoi pas. J'étais tellement content d'avoir que ce premier emploi que j'ai accepté, bien sûr, comme on le propose. Alors, j'étais un tout petit employé, j'étais un employé de quoi. J'avais ce négociant en vin, c'était le plus gros négociant de Bordeaux à l'époque, puisqu'il devait avoir quelque chose comme 250 employés, quand même, c'était une très très grosse maison de négoce. Et on m'a dit, ben voilà, tu as un vélo, j'avais un beau vélo avec des pneus ballons, comme on faisait à l'époque, tout ça. Tu connais Bordeaux? Oui, je connais Bordeaux. J'avais mis les pieds au moins 3 fois vers là, et tout ça. Et bon, et bien alors voilà, à partir du jour au lendemain, je devais faire les courses. Ça, c'était à part pour le chef de bureau, hein, pour le directeur du chai également, et faire des courses personnelles pour ces messieurs, évidemment. Et puis, si le reste du temps que je n'avais pas de course à faire, à ce moment-là, je devais aller au bureau, on appelait ça le bureau de la régie, c'est-à-dire c'était les contributions indirectes, les contributions directes plutôt, sur lesquelles on payait les droits de circulation du vin, et qui était dans un petit bureau qui était un petit peu plus loin sur le cours Évrard de Fayolle. C'était là où je devais porter les documents, aller en chercher d'autres, etc., etc. Ça te plaisait comme travail? Oui, ça te plaisait? Mais ça me plaisait parce que je me promenais. J'étais quand même, une fois parti sur mon vélo, j'étais mon patron. J'étais mon chef, hein, voilà. Alors il fallait évidemment que je m'amuse pas à regarder voler les petits oiseaux. Quand même, on savait très bien que lorsque si j'allais porter une lettre au cours au cours de Verdun, au consulat qui avait en face de la rue de la Course, je n'avais pas pour 2 heures, hein. Alors bien sûr, mais j'étais quand même parfaitement heureux, et je me rappelle d'une anecdote. C'était au tout début. Au tout début, mon chef de bureau m'a fait appeler. Tu vas aller montrer la rue de. Je ne me rappelle plus le nom maintenant. Dans le quartier, il m'a dit, c'est les gros clients, c'était le plus gros client américain. Il était là dans une splendide voiture avec chauffeur, hein, et tout ça. Le chauffeur, à la rue Notre-Dame, le chauffeur ne sait pas où est la rue Notre-Dame, tu vas le guider, tu vas pédaler devant lui, et il te suivra pour indiquer à ces messieurs dames où est la rue Notre-Dame. Il voulait aller à l'église réformée de la rue Notre-Dame. Voilà. Alors, voilà parti sur mon vélo, et après avec le chauffeur, avec la magnifique Chrysler, où c'était une voiture américaine qui faisait 5 mètres de long, là, tout ça. Alors, et puis ça tournait, là, tout ça. Puis j'arrive au bout, j'ai dit, devant l'église de Notre-Dame, et puis j'ai dit voilà. Alors ce moment-là, le monsieur avait ouvert son portefeuille, ou ça, pas son porte-monnaie, il prend une pièce de monnaie ou je sais pas quoi, qu'il voulait me remettre. J'ai jamais voulu l'accepter. Alors, on m'avait jamais donné une pièce d'argent. Alors, j'ai dit non, monsieur, merci. Bon. Il avait l'air tout étonné, bien sûr, et il a remis sa pièce dans la poche, et en arrivant au bureau, alors ça y est, tu as amené ces messieurs dames, là, ils t'ont donné la pièce? Oui, mais et alors? Mais je ne l'ai pas prise, je n'ai pas voulu. Bourre, couillon, on n'a pas idée, mais il ne faut jamais refaire une pièce quand on te la donne. Et j'ai dit, mais je ne savais pas, moi. Je ne savais pas.
on m'avait jamais donné un sou pour... alors, tu vois, ça me revient toujours, cette histoire-là. Et je l'ai refait d'ailleurs, la semaine d'après. J'allais chez une dame qui voulait absolument me donner une pièce. Non, je l'ai prise, mais une fois qu'elle était tournée, je l'ai remise à la boîte aux lettres, la pièce. Tellement j'étais confus qu'on m'ait donné de l'argent comme ça. C'était quoi le Ça problème me choquait, ça me choquait. Pourquoi de l'argent? Oui, c'était bête, hein. De 38 à 39, tu espérais quoi pour ta vie? Est-ce que tu espérais quelque chose pour ta vie? Non, je me contentais de mon petit boulot, tranquille. Et puis une autre fois, mon chef de bureau m'a dit, tiens, tu vas aller à la gare Saint-Jean. En allant, j'avais des courses dans le quartier, tu vas aller à la gare Saint-Jean me prendre, je ne me rappelle plus comment, un chèque. Un chèque, ça s'appelait à ce moment-là, c'était un petit recueil qui récapitulait tous les horaires de chemin de fer, de train. Voilà. Alors, bon, je vais à la gare Saint-Jean, lui acheter son chèque, et puis bien sûr, j'étais à côté de la passerelle, là, du pont du Guy, tout ça, je m'avais voir les trains. Je pose le vélo sur la rambarde, et je me mets à la rambarde, là, en train de voir toutes les machines. À ce moment-là, c'est des machines à vapeur, la plupart. Il y a une machine électrique, mais à vapeur. Et j'étais baigné dans la vapeur des locomotives, dans la fumée et tout ça. Et puis le temps passe, et puis à un moment donné, je regarde l'heure, j'avais l'heure à la gare. Oulala, ça faisait 1 heure que j'étais en train de regarder le mouvement des trains. Alors, je réintègre vite l'avenue Ville-Coup d'Or. Et puis, alors ça y est, t'as bien vu, t'as été à la gare, oui, t'as mon chèque, oui, tout ça. Et t'as regardé les trains? Oh non, j'ai pas regardé les trains, non. Il dit, mais va te regarder à la glace. On ne voyait plus que les yeux. J'avais oublié la fumée des locomotives. Et tout le bureau d'éclater, de se marrer devant ma tête. Tu peux aller te débarbouiller. J'étais pas fier à ce moment-là. Parce qu'il a fallu que j'avoue que j'étais resté à regarder les locomotives. C'était mon rêve à ce moment-là de voir des locomotives, tout ça, les voyageurs, les wagons, tout ça, c'était... Voilà. Le premier entretien s'achève sur cette anecdote incroyable à l'image de Marcel. Sa curiosité n'a jamais été un vilain défaut. Nous vous avons préparé ce premier podcast pour retracer l'enfance et l'adolescence de Papy, mais on ne va pas s'arrêter là. Marcel a une mémoire incroyable et il aime partager. Ainsi, un nouvel épisode arrivera prochainement sur sa vie de jeune adulte où il nous racontera ce qu'il a vécu durant l'occupation. En espérant que cette première surprise vous aura plu, on vous donne rendez-vous pour le prochain podcast.